Haïti. Haïti. La ville de Port-au-Prince est contrôlée à 85% par des gangs sans foi ni loi. La violence est partout, l'État a quasiment disparu. Ce qu'on découvre en fait en arrivant en Haïti, à ce moment-là, c'est le chaos général. Ces truands armés assument imposer leur loi sur ce territoire, et tant pis pour ceux qui y habitaient. La violence, elle est omniprésente, il n'y a aucune autorité. Les ravisseurs torturent leurs otages en faisant couler du plastique enflammé sur leur corps meurtri. C'est des actes de torture, c'est des gens qui sont brûlés vifs, c'est des gens qui sont bastonnés avant d'être mitraillés. Les vidéos d'exécution sont quotidiennement postées sur les réseaux sociaux. Les rapports de l'ONU font état de 5600 morts par balle pour 2024. Quant à la police, elle est elle-même victime de ces gangs qu'on recense par dizaines dans la capitale. Ce qu'on va voir là, pendant une semaine d'immersion dans Port-au-Prince, à cet instant, nous sommes pris sous un feu intense. C'est effectivement tous les aspects d'un pays qui est en train de s'effondrer, déjà, en 2023. Bonjour Michel. Salut Antoine. Merci d'être avec nous. Tu es grand reporter pour TF1 depuis plus de 30 ans. Tu as couvert les 4 coins du monde. Tu as été sur des terrains de guerre, de crise. Depuis plusieurs années, Haïti traverse une période assez instable politiquement, des catastrophes naturelles aussi. Le pays, très pauvre, traversait déjà une crise politique, sécuritaire, sociale, sanitaire. Le séisme l'a amplifié. Avec la violence des gangs qui ne cesse que de grimper. La violence est partout, l'État a quasiment disparu, même la police est assiégée. Très peu de journalistes ont l'autorisation pour pouvoir aller sur place. Toi et ton équipe, tu as pu y aller en 2023 et on a décidé de revenir sur ces images fortes. On va te faire venir une petite tablette. Alors on va voir cette première séquence avec toi. Ce matin à la morgue, les corps de 2 nouvelles victimes de la violence armée sont préparés pour l'enterrement. Ils sont morts par balle ? Oui. En fait, les bilans dépassent toute mesure. Comme en témoigne la vision horrible d'une vingtaine de cadavres entassés les uns sur les autres dans l'ancienne chambre froide dont l'électricité ne marche plus. Bon, ça c'est l'une des images fortes qui nous a un peu sauté à la figure dès le début. On savait qu'il y avait une mortalité incroyable, une mortalité du fait de la violence armée, hein, donc des gens qui meurent par balle tous les jours. L'un des endroits où ça se voit le mieux, c'est ça. On peut pas appeler ça une morgue, c'est une espèce de dépôt où les morts des 24 heures qui précèdent sont largués comme ça. Il y a cette espèce de placard avec, évidemment, on l'a flouté, une quinzaine de corps, entassés, jetés les uns sur les autres. Mais parce qu'il n'y a pas de place, il n'y a pas d'électricité, donc je te laisse imaginer l'odeur. C'est l'une des images fortes, mais ce qu'on découvre en fait en arrivant en Haïti à ce moment-là, c'est le chaos général. Donc la violence, elle est omniprésente, mais elle est d'autant plus présente qu'il n'y a aucune autorité. Ce qu'on va voir là pendant une semaine d'immersion dans Port-au-Prince, c'est effectivement tous les aspects d'un pays qui est en train de s'effondrer. Déjà, en 2023, les enlèvements, les gens qui ont été torturés et qui nous le racontent, la morgue en l'occurrence, les gens qui sont déplacés. Quand tu vois justement ces images, qu'est-ce qui te vient en tête ? Est-ce que tu te dis, il va falloir faire très attention ? Comment on se prépare ? Comment on se protège face à ça aussi ? C'est la raison pour laquelle on y va. On sait que ce pays est déjà plus ou moins coupé du monde à l'époque, qu'il y a un désespoir de la population qui veut fuir. Et il y a des foules qui se battent pour obtenir un sauf-conduit, pour quitter Port-au-Prince. Il y a des gens qui ont quitté leur village et qui s'entassent dans la capitale, mais qui n'ont pas de quoi se loger. On sait tout ça. Ce qu'on vient faire, c'est en témoigner. Et c'est pas facile, parce que ça veut dire quoi pour des journalistes comme nous ? Ça veut dire s'immerger nous-mêmes dans cette situation. Donc nécessairement s'exposer. La première chose qu'on essaie de savoir, c'est comment on se déplace dans une capitale comme Port-au-Prince, où il y a de la police. Hein. On en voit un peu, on en voit au carrefour, mais je veux dire, c'est pratiquement les seules choses qu'elle puisse faire. La police, c'est éventuellement d'orienter la circulation un tout petit peu, mais elle est totalement chaotique. Mais sinon, elle est absente. Donc, il faut aller d'un point A à un point B. Et comment on fait ça ?
On fait ça de deux manières. Soit de manière la plus visible et onéreuse d'ailleurs possible, c'est des voitures blindées, c'est des convois avec escorte. Donc il y a certaines circonstances où on a fait ça. Ou alors, c'est le contraire, c'est à moto avec notre guide. Il y a 3 motos, on est 2, on a le fixeur avec nous et on va, sans protection, effectivement, circuler là-dedans. Jusqu'aux quartiers qui sont au contraire entièrement tenus par les gangs, où là, la difficulté, c'est pas tellement de circuler, mais c'est de le faire sans se prendre une balle ou se faire arrêter, enlever, etc. C'est-à-dire, dans ces cas-là, d'ailleurs, il faut tout simplement avoir l'autorisation des gens qui contrôlent la zone. Enfin, il y a toujours une part d'incertitude, hein. Rien n'est garanti, surtout avec des gens pareils. Quelques jours avant de monter dans cet avion qui va t'amener à Haïti, comment est-ce que tu annonces ça à ta famille? Comment est-ce que tu annonces ça à tes proches que tu vas partir et qu'il y a justement cette part de risque? Alors d'abord, je ne dis jamais tout, mais il se trouve que je fais ça depuis très longtemps. Donc des zones en crise, des zones de guerre, etc. Ma famille sait que j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire que je prends en tout cas toutes les précautions qui me permettent moi et puis les gens qui viennent avec moi, de rester au maximum en sécurité tout en remplissant la mission. C'est-à-dire que c'est une équation quand même qui est pas toujours simple. Donc je dis pas que chez moi on est toujours ravis, mais voilà, on fait confiance. Sûrement un peu. Et puis moi je dis pas tout, encore une fois. Je raconte les choses plutôt quand je reviens. Est-ce que sur place tu peux communiquer avec eux? Est-ce que tu as des moyens pour pouvoir aussi les tenir informés ou pour prendre aussi de leurs nouvelles? Oui, très souvent. Ça c'est l'un des paradoxes de toutes ces zones de crise, hein. Surtout à notre époque où en fait les téléphones, les satellites, Internet, etc. passent partout. Donc on peut appeler même d'une zone extrêmement dangereuse, sauf si quelqu'un nous dit de pas le faire. Et voilà, sauf s'il y a un interdit à un moment donné. Mais techniquement, je peux appeler à Paris ma femme pour lui rappeler que, je sais pas, qu'il faut fermer un volet quelque part dans la maison parce que, voilà, alors que je suis au milieu d'un gang à Port-au-Prince. Il y a un personnage assez fort qui s'appelle Barbecue. Et je te propose de regarder cette deuxième séquence. C'est le moment où tu le rencontres. Et c'est le moment où il parle, lui, de sa vision en tant que chef de gang. Son chef, le voici. Il faut faire attention maintenant. On le surnomme Barbecue. Lui se présente comme un protecteur pour les populations qui vivent sur son territoire. Et il estime que le chaos qui règne dans le pays est la faute des politiques. Ici dans nos quartiers, on ne voit pas l'État. Ils viennent jamais. Non. Ni pour l'eau, ni pour l'électricité. Il prétexte qu'il y a de l'insécurité. Tout ça, c'est de la foutaise. Je ne sais pas pourquoi vous nous appelez gang, mais nous autres, on n'est pas des gangs. On est un groupe armé. Je dis qu'on est un groupe armé parce qu'on ne viole pas, on ne kidnappe pas, on ne tue pas les gens pour le plaisir. On ne tue pas les gens pour le plaisir. Donc il avoue qu'il tue les gens. Des gens, en tout cas. On le sait par ailleurs, de toute façon. Donc il s'en cache pas. Ça, c'était assez impressionnant. Barbecue, c'est qui? C'est un gars que moi, je connais pas réellement avant de venir. Mais je comprends que c'est l'un des principaux chefs de gang à Haïti et à Port-au-Prince. Il est à la tête d'un groupe de gang, le G9. Donc ils sont 9 groupes. Ils contrôlent toute une partie centrale de Port-au-Prince. Ce sont les quartiers d'Elmas. Alors d'Elmas, il y a plusieurs numéros, 10, 8, 6, 4, 2, etc. En allant vers le port de commerce. C'est une grande artère, le boulevard d'Elmas, qui va d'est en ouest dans Port-au-Prince. C'est ça qu'il contrôle. Il est issu de cette zone-là. Et c'est un ancien policier qui visiblement a été suffisamment sanguinaire à son époque pour avoir été viré de la police et qui a monté son propre groupe et qui depuis 2019, 2020, etc. Fait la loi dans ces zones de Port-au-Prince. Comment tu le rencontres? Comment se fait cette connexion? Parce que toi, tu veux absolument le alors rencontrer. moi, je veux aller voir les principaux chefs de gang. Donc il se trouve qu'il est le numéro 1 là-dessus. Il y en a d'autres. Hein. Il accepte de parler avec toi. Il accepte. Alors, lui est dans une démarche un peu de communication quand même. C'est-à-dire qu'il a...
Et on le voit bien. Il veut se présenter comme une espèce de Robin des Bois. Ce qu'il prétend, et c'est ça qui va faire sa force, ou sa popularité relative, il y en a une, hein, dans cette zone qu'il contrôle, c'est qu'il prétend remplacer l'État. Les services publics, c'est lui, en gros. Il remet l'électricité et l'eau à ceux qui en ont pas, il distribue un peu d'argent, etc. Mais surtout, tous les trafics, c'est lui qui en bénéficie. Et il assassine ses ennemis, c'est-à-dire des rivaux d'autres groupes armés, ou les traîtres. Moi, il me le dit, ça. Hors caméra, mais enfin, voilà. Il assume. Il assume de devoir faire couler le sang quand c'est nécessaire. Et quand c'est nécessaire pour lui, c'est tout ce qui se met en travers de son chemin. C'est des actes de torture, c'est des gens qui sont brûlés vifs, c'est des gens qui sont bastonnés avant d'être mitraillés, effectivement, où on leur roule dessus. Enfin, il est très sanguinaire. Il l'est. À cette époque-là, il gère un territoire, mais pas au-delà. Donc on va jusqu'aux frontières de son micro-État. Au-delà d'un carrefour, c'est plus chez lui. C'est le gang d'en face. Et on le voit d'ailleurs, il place ses hommes à certains recoins. Il a ses sentinelles. Il faut que tu sois plus sur tes gardes. Toi, là-bas, tu ne regardes pas assez ce qui se passe derrière toi. Il faut faire attention parce qu'eux-mêmes se font prendre à partie ou prendre d'assaut par le groupe d'en face, etc. Donc il y a quand même... Il est dans une situation de guerre, lui aussi. Hein. De guerre avec les autorités, ou ce qu'il en reste du pays, mais aussi avec des groupes concurrents. Donc ça, c'est en 2023. Mais les choses vont empirer à la suite. Et puis il y a cette séquence qui est assez frappante, qui m'a marqué, où tu vas voir une voiture de police et tu leur poses la question tout simplement, et ils te répondent d'une sorte de fatalité. On est habitué, c'est tous les jours comme ça. Quant à la police, elle est elle-même victime de ces gangs qu'on recense par dizaines dans la capitale. Hier, il paraît que ça a beaucoup tiré. Ouais, c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. C'était assez fascinant, presque un peu émouvant de voir ces hommes qui essaient de faire leur travail quand même, sans en avoir les moyens, mais du tout, mais qui continuent à proposer une présence, un semblant d'autorité de l'État dans ces rues livrées au crime et à la violence. Ils n'ont pas les moyens, à part ces unités d'élite qui sont... Mais c'est quoi? Ça se compte sur les doigts de deux mains, hein, une unité d'élite de la police haïtienne. C'est très très peu de monde. Eux sont formidables. Mais voilà, ils sont pas assez nombreux pour pouvoir renverser la tendance ou pour rétablir l'ordre. C'est impossible. Justement, tu es parti en immersion avec eux dans ces sortes de chars blindés où tu as pu pénétrer dans ces quartiers gangrénés par les gangs. Je te propose de regarder cette séquence. Et c'est une opération de type militaire qui est organisée pour pénétrer dans ces quartiers sous contrôle des gangs. Vous le voyez, ces hommes de l'unité d'intervention sont armés, harnachés, comme pour une opération de guerre. Chaque individu croisé est potentiellement un membre du gang. Fouille au corps et interrogatoire ne fournissent pas de réponse. Chacun sait, mais personne ne parle. Ici, il y a un gang. Il y a des gangs dans la zone? Ici, il y a un gang. Chef, vous êtes mes frères, mais franchement, je ne peux rien vous dire. En sachant cette fois que l'ennemi en face va tirer. En quelques minutes, la confrontation tourne à l'avantage du gang. Très vite, il faut se replier. Allez! Moi de bouger. L'unité des SWAT doit battre en retraite car elle se fait contourner. Prendre à revers. L'opération coup de poing, par ces hommes entraînés, a réussi à perturber la bande criminelle. Ça, c'était l'illustration parfaite de la puissance de ces groupes armés, puisque finalement, là, on part en opération à pied. Hein, c'est une opération coup de poing pour essayer, en fait, non pas d'arrêter certains d'entre eux, mais de les perturber, en fait. C'est ce qu'on dit. Mais ils se font encercler, déjà. On est obligé, comme je le dis, de battre en retraite. Ils ne peuvent pas soutenir la confrontation, là, du point de vue de la puissance de feu, même. Ils ne sont pas assez nombreux. Quel est l'objectif alors pour eux de faire ce type d'opération? C'est de
à l'époque encore, de maintenir une présence, quand même. Dans ce bras de fer quotidien, ils ne veulent pas abandonner tout le terrain aux gangs. Donc ils maintiennent une présence quotidienne, mais ça veut dire partir de la base, aller dans un territoire ennemi, on est dans des territoires ennemis, c'est comme une guerre, et ils font le coup de feu, il y a un affrontement, et puis ils repartent. Alors il peut y avoir du dégât, il y a des morts de l'autre côté, très souvent. Les policiers arrivent à s'en sortir la plupart du temps, mais c'est très dangereux pour eux aussi. Mais ils ont effectué une opération dont le message essentiel, c'est de dire attendez, vous n'avez pas tout gagné, voilà, et on peut créer du dégât chez vous aussi. Ce qu'on voit en 2023 et qui ne sera plus vrai quand on reviendra, c'est qu'ils peuvent encore descendre de leur blindé. Et on va voir quand on reviendra que ce sera plus le cas. Et ça dira beaucoup de la dégradation totale de la situation là-bas. 2 ans après, la situation empire et tu décides d'y retourner, tu décides de retourner là-bas avec ton journaliste reporter d'images, avec Antoine Pocry. Vous retournez là-bas. Comment ça se passe? Comment est-ce que tu décides qu'il faut y retourner? D'abord parce que quand on a montré une situation à un moment donné et que effectivement elle empire, ou en tout cas qu'elle évolue dans un sens ou dans un autre, c'est jamais inutile de revenir, de pas laisser tomber, de pas oublier ce qu'on a fait. Nos téléspectateurs le demandent aussi, sont intéressés. Un pays qui est coupé du monde comme celui-là, on a envie de savoir ce qu'il devient. Et 2 ans plus tard, c'est peut-être pas la même chose. Donc, on décide d'y aller. Alors les choses ont effectivement beaucoup évolué. Et pas dans le bon sens. Quelques mois auparavant, 6 mois, 9 mois avant qu'on y retourne, il y a eu une crise. Déjà, un assaut lancé, cette fois-ci, par l'ensemble des gangs, puisque ce petit groupe du G9 dont on parlait, dirigé par Barbecue, est devenu une alliance de tous les gangs de Port-au-Prince, avec à sa tête toujours le même Barbecue, et il décide d'un blocus de Port-au-Prince, d'attaquer l'aéroport, de fermer les entrées de la capitale, et ça c'est en mars 2024. Et on essaie d'y aller à ce moment-là. Comme le reste de la presse d'ailleurs, je pense, qui essaie à un moment donné d'y aller. Et on ne peut pas. Il n'y a aucun avion, aucun hélicoptère qui arrive à Port-au-Prince et qui quitte Port-au-Prince. On ne peut pas y aller. 9 mois plus tard, là on est en 2025, on va trouver le moyen d'y aller. C'est effectivement par la République dominicaine. On franchit cette frontière terrestre et ensuite par bateau, on longe la côte pendant un long moment, la côte sud. Longeons la côte sud et il faudra ensuite prendre d'autres moyens de locomotion par la terre pour rejoindre la capitale Port-au-Prince. Afin de franchir ces 160 kilomètres, nous allons accoster en effet au soleil couchant dans un petit port de pêcheurs avant de nous engager sur une piste de montagne. Et là, on découvre une situation qui effectivement est devenue bien pire encore que celle qu'on a eue lors du premier reportage. Et on le voit justement, ce reportage, il commence avec les populations qu'on voit. C'est 1 million de personnes qui ont été déplacées. On sent une situation de chaos, de famine. On voit, tu arrives à discuter avec des gens qui te disent, qui viennent justement presque physiquement jusqu'à toi, qui t'identifient en tant que journaliste et qui ont envie de parler à cette caméra et qui ont envie de montrer leur détresse tout simplement. Ils ont quitté par peur des gangs ou qui ont été chassés par les gangs ou simplement par la violence qui règne dans leur quartier et qui se trouvent comme ça condensés dans certaines zones du centre-ville où disons c'est un peu moins dangereux et puis on les rassemble. Donc effectivement la première vision pour nous ce sera ces camps de déplacés où il y a des milliers et des milliers de personnes, de gens qui nous expliquent leur quartier n'est pas forcément très très loin d'ailleurs. Mais plus jamais ils y reviennent. Est-ce que toi, en tant que grand reporter, des fois, quand tu es face à des situations comme ça, ou est-ce qu'il y a ce côté un petit peu, cette émotion qui aussi est présente, est-ce que tu as, je sais pas, envie des fois de les aider, d'aller aussi un peu plus loin que ton rôle, ou est-ce que tu t'obliges à rester, à penser aussi à ta mission principale? C'est ça c'est un dilemme qu'on a souvent. Effectivement, la priorité doit rester quand même ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que si on se laisse submerger, c'est bien. Alors, humainement, on n'aura pas aidé grand monde de toute façon.
parce qu'on n'a pas les moyens, on peut aider une personne en lui donnant un peu d'argent. Tout. J'imagine des milliers de personnes. Donc, si vous laissez submerger, vous n'aidez pas grand monde et vous mettez en péril votre reportage, éventuellement, que vous n'arrivez pas à faire. Donc, c'est effectivement pas comme ça qu'il faut raisonner. Il faut, en revanche, bien capter ce qui se passe. Donc, ne pas être hermétique à la détresse humaine qui nous entoure. Donc, c'est extrêmement important de pouvoir l'absorber, mais pour pouvoir la traiter derrière, c'est-à-dire la raconter, en témoigner. Et tu vas refaire une séquence avec la police sur place, et là, ça va être différent, parce qu'en fait, cette police, elle ne peut même plus sortir de ses blindés, et elle se fait attaquer. Je te propose de regarder cette nouvelle séquence. À cet instant, nous sommes pris sous un feu intense. Les impacts se multiplient sur notre véhicule. Là, ça a bien tapé sur la vitre. Impossible, dans ces conditions, de mettre pied à terre pour aller traquer les assaillants. Ouais, et le blindé en question, là, qui est de production canadienne, en l'occurrence, était neuf. Quand on est rentré à la base, il ne l'était plus du tout. Hein. Il y avait des impacts absolument partout. Et quand on était parti, il était vraiment intact. Ça, c'est la réalité de la police à ce moment-là. Quotidienne. D'ailleurs, quand on va avant cette séquence avec la police, on va dans le même quartier, mais côté gang. Donc, ils nous expliquent en fait comment ils font. Là, on n'est pas avec Barbecue, c'est un autre groupe. Le gars nous explique, on sait qu'ils viennent avec leurs blindés, on leur tire dessus. Alors, la technique, c'est plutôt pas d'ailleurs avec les Kalachnikov ou les AR-15 qu'ils utilisent ou les différents fusils d'assaut qu'ils ont, mais ils balancent aussi des cocktails Molotov sur les blindés pour les enflammer. On voit bien en effet les bouteilles incendiaires projetées par les fenêtres. Rien qui n'impressionne toutefois ces forces de l'ordre qui ironisent sur le nom que s'attribuent les hommes de Barbecue. On vole ensemble, on pille ensemble, on vit ensemble. On tue ensemble. L'idée est la même, c'est de pénétrer dans ces territoires ennemis pour aller remuer tout ça et donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Et puis tu retrouves aussi Barbecue. Alors, oui. Tu as repris contact, tu nous parlais justement du fait qu'il a totalement changé de rôle dans cette capitale et dans son positionnement aussi. C'est le même rôle, mais il a pris de l'envergure. Il a élargi. C'est un homme qui contrôle quasiment tout, finalement. À la fois, il a élargi son pouvoir et ses ambitions. Parce que quand on revient, il n'est plus à la tête d'une petite alliance de gangs. Il est à la tête d'une coalition qui regroupe à peu près tous les gangs de la capitale. Voilà. Avec un nom fantastique. Hein. Alors en créole, c'est Vive Ensemble. C'est vivre ensemble. Voilà, ça c'est le nom. Et moi je lui pose la question d'ailleurs. À un moment donné dans le reportage, je dis mais tout ça c'est une coalition de gangs. Il dit attention, non, c'est vivre ensemble, c'est un parti politique. Ça c'est la coalition des gangs ? Non. Vivre ensemble, c'est un parti politique. Il faut préciser ça. Hein. Faut bien noter ça, hein, il me dit. C'est un parti politique. mais oui, on fait d'accord, un parti politique qui tue, qui est encore une fois poursuivi par la justice internationale et qui commet des crimes tous les jours. Donc voilà, mais qui prétend remplacer encore une fois l'autorité du Conseil présidentiel de transition. Il y a un Conseil de transition depuis la démission du dernier président, et voilà. Et il y aura des élections, soi-disant, peut-être à la fin 2026. Je ne sais pas dans quelles conditions ils vont pouvoir mener des élections, mais c'est le projet, en tout cas, pour essayer de rétablir une espèce d'autorité gouvernementale dans ce pays. Justement, tu parlais de gangsters un peu à l'image de Barbecue. Il y en a un autre que tu voulais absolument rencontrer, que tu n'as pas pu. Tu m'en as parlé, Wami Kanor. Ah oui, alors c'est une histoire particulière, parce que lui... C'était quasiment organisé, c'était quasiment fait pour le rencontrer. Il y a des dingues. Lui, c'est un des premiers que j'essaie de voir, en fait. Barbecue, je pense,
ne pas avoir trop de difficultés à pouvoir avoir son accord pour le voir lors de ce deuxième reportage. Mais Wahb Nicanor, c'est un autre type, notre chef de gang, dont le fief est sur le port de commerce. Wharf Jérémy, c'est vraiment sur le port de Port-au-Prince. Et pourquoi je veux le voir? Parce que quelques semaines avant notre arrivée, mais très peu de temps avant, la rumeur publique dit qu'il a commis un épouvantable massacre dans sa zone. Mais pour des raisons dingues. Parce que son fils est tombé malade à un moment donné, et qu'il a soupçonné les personnes âgées, en l'occurrence, de son quartier, qui pratiquent le vaudou, de l'avoir ensorcelé, et que c'est pour ça qu'il est tombé malade. Il va donc décréter une opération punitive. Il va faire arrêter toutes les personnes de plus de 60 ans qui pratiquent le vaudou à Wharf Jérémy, et va les exécuter. La rumeur à ce moment-là, que j'ai pas pu corroborer très honnêtement derrière, hein, parce qu'on m'a dit oui c'est vrai, peut-être que c'est pas tant que ça, etc. La rumeur c'est 200 morts dans son quartier. Un massacre. Donc des personnages comme ça, moi je veux essayer de le voir. Donc ça c'est plus difficile que barbecue. Donc on essaie d'organiser, c'est pareil, c'est des messages qu'on envoie quand Wahb Nicanor. Des négociations. De longs moments. Donc finalement c'est oui. Donc on y va, Wharf Jérémy. Et c'est pareil, à moto, dans le quartier du port, qui est le quartier de tous les trafics. Enfin, c'est vraiment des zones quand même interlopes pour le moins. Enfin, c'est très... voilà. Mais pareil, hein, parce qu'au coin des rues, on les voit, les gars. Et notre fixeur, il a l'autorisation de nous amener. Donc tout le monde sait qu'on vient. Mais j'imagine, le même coin sans autorisation, on serait repéré immédiatement et arrêté tout de suite, et pas de manière gentille. Bref, on y va, et on arrive. Ces hommes de main arrivent dans des pick-up, tous habillés d'ailleurs en uniforme, tous armés, avec des cagoules, tous en t-shirt noir. Les hommes qui nous tournent autour, qui viennent nous observer, etc. Mais il n'y a toujours pas Wahb Nicanor. Et finalement, à la dernière minute, l'un de ces hommes vient nous voir et me dire que Wahb Nicanor ne viendra pas. Pourquoi Wahb Nicanor ne viendra pas? Wahb Nicanor ne viendra pas parce que il ne sort pas de chez lui quand il y a un peu de vent qui souffle dans les feuilles. J'ai du vent aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de vent. Si, une petite brise, c'est trop pour Wahb Nicanor. Parce qu'il a peur de de la sorcellerie que ça pourrait engendrer. Ou je ne sais pas. L'excuse. C'est ça l'excuse. Donc il y aura une deuxième tentative, une troisième tentative, et il y aura à chaque fois un accord d'abord, et au dernier moment une esquive de sa part. Il doit savoir, je pense plutôt dans le fond, qu'il ne peut pas sortir grandi d'une rencontre avec nous et d'une interview avec nous. Est-ce que ça révèle sa culpabilité dans ce massacre? Je n'en sais rien. On ne le saura jamais. Il n'existe pas d'image de ce Wahb Nicanor. En revanche, il y avait une fresque sur le mur. Là, on attendait. Et on a pu la filmer. Donc, on a un aperçu de sa physionomie. Il y a une dernière séquence qu'on voulait te montrer, Michel, c'est lorsque tu vas voir une personne, parce que c'est aussi les conséquences de ces gangs qui ont pris les mains, c'est les enlèvements, les prises d'otages pour aussi faire du chantage. Et tu rencontres cette personne qui a été enlevée. C'est assez impressionnant parce qu'il te montre une vidéo de ce qu'il a subi. À l'image de cette scène filmée, les ravisseurs torturent leurs otages en faisant couler du plastique enflammé sur leur corps meurtri. Tu vois? La perversité consiste à appeler les familles, leur faire écouter les cris, les obliger à payer. Et ça, c'est une pratique courante. Voilà, c'est effectivement. Alors ça, c'est aussi le cas quotidiennement, j'allais dire. Les enlèvements contre rançon. Voilà, des extorsions, et c'est pas forcément des gens riches, des tortures, ce type de torture ou d'autres. Or celle-là, ça coûte pas grand-chose, hein. Faire brûler un bidon en plastique et faire couler la cire ou le plastique fondu sur les. Bon, et il y a bien pire que ça. Là, en l'occurrence, lui-même avait subi ce genre de choses. Hein, ce personnage qu'on a anonymisé, bien sûr, parce qu'une fois qu'ils sont libérés, ils reviennent pas à la sécurité non plus. Hein. Ils peuvent à nouveau se faire enlever, abattre, etc. Donc ça, oui. Hommes, femmes, adultes, enfants, tout le monde. Et encore une fois, pas des gens riches, hein. Des Haïtiens, comme tout le monde, voilà, n'importe qui peut se faire kidnapper dans la rue et garder pendant X temps, et peut-être ne jamais s'en sortir d'ailleurs.
parce que c'est des cadavres parfois qui sont rendus aux familles. La situation, elle ne s'est pas améliorée. On est 8 mois après quasiment. Est-ce que tu as toujours des contacts sur place? Est-ce que tu as toujours des informations qui te parviennent aujourd'hui encore? On sait que là, la situation est un peu toujours celle qu'on a montrée dans le dernier reportage. Un cloisonnement, enfin un enfermement de Port-au-Prince, peut-être avec certains accès qui se sont ouverts, mais en revanche, la mainmise des gangs sur le pays, elle est presque encore un peu plus forte. C'est pour ça qu'il est étonnant d'imaginer ou d'envisager que des élections puissent se tenir dans ce pays l'an prochain. Enfin, c'est un objectif louable, mais je ne sais pas si ce sera possible. Il y a des appels à renforcer la présence internationale de cette force microscopique qui existe et qui est évidemment archi insuffisante, mais donc il y a l'ambition de la renforcer. Moi, je ne sais pas ce que ça donnera, mais pour l'instant, ces gangs-là, ce sont toujours eux qui font la loi, et plus que jamais. Merci beaucoup pour ton témoignage. Avec plaisir. L'intégralité de ton reportage est donc à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube et sur TF1+. Merci beaucoup pour ton temps et pour ta disponibilité. Avec plaisir.